On va passer à la seconde présentation, enfin la deuxième. Donc Alicia Fournier, donc, qui est maître de conférence en psychologie de la santé et qui va nous parler de l'importance du groupe dans les services de réanimation. Bonjour à tous. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance du groupe dans les services de réanimation. Alors, pourquoi la réanimation? Tout simplement parce que ce sont des services spécifiques où la souffrance au travail est fortement présente. Les professionnels qui travaillent dans ce type de service sont confrontés à de nombreux facteurs de stress. D'ailleurs, une étude qui a été menée par le groupe PSICU, dont Alexandra Laurent parlera tout à l'heure plus en détail, a montré que dans ces services de réanimation, il y avait 6 grands facteurs de stress qui pouvaient être illustrés par la charge de travail. Il y a aussi les gestions de ressources humaines, il y a les situations complexes et à risque, et les problèmes liés aux compétences. Ce sont des services où on doit savoir se servir de machines très techniques. Et puis, il y a aussi une évolution en permanence des outils. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est en lien avec le travail d'équipe, les difficultés en lien avec le travail d'équipe. On vient d'y faire référence également. Et puis, il y a le manque d'adéquation entre les familles et le fonctionnement de l'organisation. Les conditions de soins sous-optimales, puisque c'est les conditions, et puis la charge émotionnelle qui va être liée aux patients et à la famille. Donc tous ces facteurs de stress-là vont venir impacter forcément la qualité de vie au travail des professionnels dans les services de réanimation. Et selon l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, dans l'ANACT, il faudrait s'intéresser à 8 grandes dimensions. Moi, j'ai découpé en 8, même si eux, ils disent 6 grandes dimensions, pour venir justement améliorer la qualité de vie au travail des professionnels. Donc, vous les avez ici. L'organisation, il faudrait agir sur l'organisation du travail, les stratégies de l'entreprise, l'accomplissement personnel, l'environnement professionnel, l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, l'évolution de la carrière, le contenu du travail, et puis il parle aussi des relations sociales et des relations de travail. Et nous, c'est sur cette dimension-là qu'on s'est principalement focalisé. On a souhaité, parce qu'il faut savoir que dans les services de réanimation, la coordination entre les différents professionnels de santé est extrêmement importante. Ils prennent en charge des patients qui sont entre la vie et la mort, c'est des urgences vitales, et donc il y a vraiment besoin d'une importante coordination. Par ailleurs, ces services-là font appel à différents médecins, différents professionnels de santé, pardon. Il y a des médecins, il y a des infirmiers, des aides-soignants, il faut aussi faire appel à des kinés, à plein d'autres professions. Plein. Et psychologues, très important, les psychologues, bien évidemment. Donc, il y a vraiment cette coordination qui doit être effectuée entre tous ces professionnels. Donc, nous, on s'est intéressé à cette dimension en particulier et on a voulu voir justement un peu plus en détail une dimension qui ressort dans les relations sociales, un concept qui s'appelle la réflexivité de l'équipe. La réflexivité de l'équipe est définie comme la mesure dans laquelle les membres de l'équipe réfléchissent collectivement aux objectifs, aux stratégies et aux processus de l'équipe et adaptent à des circonstances complexes et imprévisibles selon les besoins et les adaptent. Donc là, on voit bien dans cette définition de West qu'il y a 2 grandes dimensions dans la réflexivité qui ressort. La réflexivité sociale, cette capacité à travailler ensemble, et puis cette réflexivité de tâche qui est la capacité du groupe à s'adapter. Donc, il y a une 3e dimension qui a été proposée par Fachin en 2006 quand ils ont souhaité valider cette échelle de réflexivité. Mais nous, on s'est contenté de ces 2 dimensions-là. Donc, nos objectifs dans cette étude, c'était, dans un premier temps, d'explorer la qualité de vie au travail perçue des médecins uniquement, j'insiste sur ce point-là, dans les services de réanimation. Il y a très peu d'études quand même qui fait un état des lieux de
quelle est leur perception au niveau de la qualité de vie au travail. Ensuite, on a voulu identifier les facteurs qui pouvaient être associés à une qualité de vie au travail. Et puis, on a voulu étudier l'effet médiateur de la qualité de vie au travail dans la relation réflexivité-stress perçu. Pour répondre donc à nos hypothèses, à nos objectifs, on a mené une étude prospective multicentrique en dehors de la Covid-19. Ça, c'est important à mentionner aujourd'hui. Elle a été réalisée en ligne. Uniquement des médecins donc, ont participé à cette étude-là, des médecins réanimateurs, et on leur a demandé de compléter différentes échelles de réflexivité. Donc, il y avait une échelle de réflexivité, une échelle de qualité de vie au travail, une échelle de stress perçu, et puis, comme le soutien social qu'on peut avoir, même s'il ne faut pas confondre réflexivité de l'équipe et soutien social, mais le soutien social que l'on peut avoir dépend un petit peu de la qualité de ce soutien et pas nécessairement uniquement de sa présence. Donc, on a voulu aussi mesurer la satisfaction du soutien social que peuvent avoir ces médecins dans les services de réanimation. Premier résultat, pour répondre à notre premier objectif, on constate que la qualité de vie au travail des professionnels est majoritairement correcte en ce qui concerne le stress au travail et le contrôle au travail. C'est-à-dire qu'ils perçoivent un faible stress au travail et ont l'impression d'avoir un contrôle au travail. Par contre, quand on regarde les autres dimensions de la qualité de vie au travail, on constate que 46,8% d'entre eux estiment avoir un bien-être général faible, avoir des conditions et un environnement de travail peu satisfaisant, et puis un déséquilibre semblerait aussi être présent majoritairement entre la vie personnelle et professionnelle, puisque 58% d'entre eux perçoivent cette chose-là. Par ailleurs, je ne l'ai pas mentionné ici dans le tableau, mais au niveau du stress perçu, que l'on a mesuré avec l'échelle la PSS-10, on constate qu'il y a 57% des professionnels qui ont un score supérieur au score seuil de la PSS-10, qui n'est pas un outil de diagnostic, mais qui permet d'avoir une idée quand même du niveau de stress des individus. Et donc, il y a 58% des professionnels qui ont un score au-delà du seuil, ce qui veut dire qu'ils sont à risque potentiellement de développer un trouble anxieux. En ce qui concerne notre deuxième objectif, donc on a essayé d'identifier des facteurs qui pourraient être associés à une qualité de vie élevée au travail. On constate que le nombre de gardes par week-end, le nombre de gardes par mois, le fait d'avoir des enfants et le fait d'être une femme étaient reliés négativement à la qualité de vie au travail. Donc plus on fait de gardes par week-end ou par mois, et si on a beaucoup d'enfants et puis que l'on est une femme, on a des chances d'avoir une qualité de vie un petit peu plus faible. Et puis, en ce qui concerne la réflexivité, qui était quand même notre focus de l'étude, on constate cette fois-ci que c'est relié positivement à la qualité de vie au travail. Donc, plus le score de réflexivité est élevé, donc plus les groupes sont capables de collaborer, de communiquer ensemble et de s'adapter aux situations nouvelles, changeantes, et meilleure est la qualité de vie au travail. Les autres dimensions qui sont non colorées étaient améliorer les modèles, mais n'étaient pas significatifs dans les modèles. Et puis, dernier objectif, donc, effet médiateur de la qualité de vie au travail dans la relation réflexivité-stress perçu. On peut voir qu'il n'y a pas de relation directe entre la réflexivité, qu'elle soit tâche ou sociale, et le stress perçu, mais quand on introduit la qualité de vie au travail comme médiateur, eh bien, à ce moment-là, on a une relation qui devient significative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réflexivité n'impacte pas directement le stress perçu, mais que la réflexivité vient agir positivement sur la qualité de vie au travail, qui à son tour va agir sur l'intensité du stress que perçoivent les individus et va venir notamment diminuer la perception d'un stress. Donc, ce qu'il faut retenir de cette étude-là, c'est que 40% des médecins dans les unités de soins intensifs estiment leur qualité de vie au travail plutôt faible,
avec principalement des faibles conditions de travail et un environnement de travail, j'allais dire mauvais, mais ce n'est pas vraiment mauvais, c'est peut-être inadéquat davantage. Ensuite, ils perçoivent aussi un déséquilibre entre leur vie personnelle et professionnelle, un mal-être général, et n'oublions pas que 55% d'entre eux ont un score à la PSSD qui est supérieur à 27 et donc potentiellement auraient des risques de développer des troubles anxio-dépressifs. Être une mère en réanimation, enfin, être un médecin femme et avoir des enfants, travailler en réanimation, et en plus de ça, si elles effectuent plus de gardes par mois et le week-end, elles seraient plus vulnérables à avoir une qualité de vie au travail qui serait basse. Et puis, ce qui est important dans cette étude, surtout, c'est qu'en agissant sur la réflexivité, qu'elle soit sociale ou tâche, on vient améliorer la qualité de vie au travail et du coup, indirectement, on agit sur le niveau de stress perçu. Donc, ça pourrait peut-être être un levier pour pouvoir justement agir sur la qualité de vie au travail. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, une première question. Oui, merci beaucoup pour cette présentation passionnante. Je voulais revenir sur la réflexivité sociale et sur les tâches. Il me semble que dans le schéma que vous avez montré, l'impact de la réflexivité sur les tâches est beaucoup plus importante que c'est un schéma d'avant, je crois, que la réflexivité sociale. Oui. Il y a une explication. Alors, moi, ça m'a un peu surpris. Déjà, ma première supposition, même si je ne sais pas si c'est la raison, c'est que en fait, la réflexivité sociale, on l'a combinée à la qualité du soutien social. C'est-à-dire qu'on a créé une interaction entre la qualité du soutien social. Tout à l'heure, j'ai mentionné que la satisfaction du soutien que l'on peut avoir dans une équipe était importante comment je pourrais dire, c'est important dans la manière, enfin, dans l'impact que va avoir ce soutien. Voilà, c'est plutôt ça. Et donc, on l'a croisé avec la satisfaction. C'est peut-être pour ça que le chiffre est moins important. Je vous en prie. Une même question sur la réflexivité. Est-ce que c'est une réflexivité par rapport à ses pairs, c'est-à-dire en fait on se met entre médecins pour essayer de trouver des solutions, ou est-ce que c'est une réflexivité par rapport à l'équipe? Alors ça, c'était pas contrôlé et effectivement, ça va dépendre beaucoup des services dans lesquels les professionnels vont travailler, parce qu'il y a des services dans lesquels toute l'équipe, paramédicaux compris, sont inclus dans les prises de décision, dans la on va dire dans la communication, dans le soutien, enfin dans plein de choses. Et dans d'autres équipes, au contraire, ça va être que les médecins qui prennent des décisions. Donc ça fait référence à la présentation que vous fera Anthony Klein tout à l'heure sur le leadership participatif ou directif. Mais du coup, là, on ne l'a pas contrôlé. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas trop à quoi ça fait ici, en tout cas, quand ils répondent au questionnaire, on ne sait pas à quoi ils font référence. Ça, c'est vrai que c'est une limite. Mon terme, alors, un peu triste, c'est qu'en fait, la réflexivité en équipe est obligatoire depuis 2004 dans tous les services de soins. Elle est obligatoire depuis 2004 dans tous les services de soins. De soins, oui. Alors, oui, mais oui, d'accord, je suis complètement d'accord avec vous, mais jusqu'à quel... on va dire, justement, comment c'est défini cette réflexivité? Voilà, dans le texte, comment c'est défini? Où tous les soignants sont là pour la prise de décision par rapport à l'éthique, par rapport à la limitation thérapeutique, etc. OK. C'est un texte de 2004. OK. Merci. C'est vraiment quelque chose qui, je trouve intéressant, de vraiment écouter les gens. Il faut bien parler dans le micro pour les collègues qui sont à Pendant distance. Pendant le Covid, oui. à Dijon, en Réamed, les soignants, effectivement, ils nous ont parlé, alors pas sous ce nom réflexivité, mais je pense que c'est ça qu'ils voulaient nommer,
ils ont dit qu'il y avait eu une cohésion complète avec les médecins et toute l'équipe, peu importe qui était dans cette équipe, et qu'ils pouvaient aussi exprimer leur désarroi. Parce qu'il y a des choses qu'ils ont pu dire, alors qui ne se diraient pas, entre guillemets, dans certains cas, ils en avaient ras-le-bol de mettre des gens en sac. Et ça, ils ont pu en parler ensemble. Parce que, effectivement, si on remet tout bout à bout, selon les sensibilités de certains individus, peut-être qu'ils ne nous auraient pas tenus s'il n'y avait pas eu cette cohésion de groupe. Et donc là, effectivement, c'est intéressant. Tout à fait, tout à fait. Donc la cohésion sociale est très importante et d'ailleurs c'est encore quelque chose. C'est un petit peu différent de la réflexivité sur certains aspects, dans le sens où vous me parlez davantage de séances ou de réunions ou de moments, en tout cas, où les gens peuvent exprimer leurs émotions, exprimer peut-être des choses qu'ils ont du mal à réguler eux-mêmes. On sait que le soutien social est une des stratégies d'adaptation qui est très utilisée en situation de stress. Et même en dehors de la Covid-19, c'était déjà des réunions, des moments qui sont très demandés. Alexandra, je ne pense pas qu'elle ira jusque-là, Alexandra Laurent, tout à l'heure, quand elle vous présentera l'échelle PSICU. Mais cette échelle PSICU a été construite en partant d'entretiens qui ont été menés auprès de différents soignants, médecins et infirmiers. Et quand on lit les entretiens, on voit vraiment cette dimension apparaître. Quand on leur demande qu'est-ce qui leur manque dans leur service pour pouvoir faire face à ces situations difficiles, eh bien, c'est des moments d'échange, en fait, entre professionnels pour pouvoir exprimer peut-être des arrêts thérapeutiques difficiles, pour exprimer des transferts qui auraient pu se passer ou je sais pas, Tout à fait. Tout à fait. Repartir chez soi. Tout à fait. Je pense qu'on enlèverait aussi une grande part de souffrance. Et puis, je fais encore référence à notre établissement. On a quand même une psychologue du travail, santé, psychologue, 5972 agents. Vous imaginez un petit peu comment c'est compliqué de faire. Parce que elle est sollicitée dans des services, justement, par des équipes pluridisciplinaires pour y voir plus clair, pour voir où ils vont, comment ils vont aller. Eh bien, elle ne peut pas. Tout à fait. Alors maintenant, justement, en parlant de loi, il y a une loi qui vient de passer qui oblige la présence d'un psychologue dans les services de réanimation, en plus sûrement des autres psychologues déjà présents dans les milieux hospitaliers. Donc c'est quelque chose, je ne sais plus en quelle année ça va finir par être obligatoire, c'est l'année prochaine. Donc ça va arriver. Voilà, très prochainement, c'est quelque chose qui a été entendu et qui commence à arriver, à s'amorcer. Est-ce qu'il y a une dernière question, dernier commentaire ? Merci encore, merci beaucoup.